Bonjour, je suis Cathy, créatrice et animatrice du podcast My Polyglot Life en français et coach NeuroLanguage. En général, j'aide des adultes qui apprennent le français et veulent atteindre un niveau avancé, mais aussi des adultes francophones qui veulent améliorer leur communication en anglais. Mais cette année, j'ai décidé de faire une pause pour me confronter à un nouveau challenge, enseigner l'anglais au Japon dans le cadre du JET programme. Dans cette saison du podcast, la 5e, je partage avec toi des moments de ma vie ici et les réflexions que ça m'inspire. Je vais parler de l'école japonaise, d'éducation, de la vie d'expatrié et de la culture japonaise et aussi de mon propre apprentissage de la langue. Bonne écoute! Bonjour, cette semaine, je vais parler de quelques options qui existent pour habiter et travailler à l'étranger ou pour habiter en travaillant à l'étranger et en particulier, je vais partager le processus de sélection qui m'a amené à participer au JET programme au Japon. Pour les jeunes, de moins de 30 ans ou moins de 35 ans pour certains pays, il y a le programme vacances-travail, Working Holiday Visa, qui est valable dans beaucoup de pays. Pas les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas ce programme d'échange parce que c'est un échange entre deux pays et les États-Unis ne reçoivent pas de Working Holiday Visa. En français, on dirait de PVTiste, PVT, PVTiste. Mais c'est valide pour beaucoup d'autres pays, donc des Canadiens ou Canadiennes peuvent aller en PVT en France, par exemple, jusqu'à 35 ans. Et pour le Japon, c'est jusqu'à 30 ans, je crois, et il y a beaucoup d'autres pays. Une autre option, c'est être assistant ou assistante de langue dans les écoles primaires ou collèges ou lycées. Il y a plusieurs programmes. Moi, mon programme au Japon, c'est JET programme. Mais il y a aussi des programmes pour être assistant d'anglais en France, par exemple, ou assistant d'espagnol, assistant d'allemand aussi, probablement. Toutes les langues enseignées en France, ou la majorité, ont un programme d'échange. Donc, renseignez-vous auprès de votre pays ou des représentations de la France dans votre pays, les consulats ou ce genre d'organismes. Être assistant de langue, c'est une bonne opportunité de découvrir le pays, mais forcément le salaire n'est pas toujours très élevé, il n'y a pas forcément beaucoup d'heures. Au Japon, pour moi, ça va. C'est un programme qui est assez bien fait, mais parfois il y a 12 heures de cours et donc 12 heures de salaire dans certains autres pays, donc il faut se renseigner à l'avance. Une autre option, c'est aussi de faire du télétravail ou d'être nomade numérique. Il faut bien faire attention quand on s'engage dans cette voie à être dans la légalité par rapport au visa, aux assurances maladie, à ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire dans certains pays. Certains pays offrent des visas spéciaux pour les nomades numériques, donc c'est simple en apparence, on se dit je vais réserver mon billet d'avion et puis je vais aller là-bas et travailler. Ça peut être plus compliqué, donc pensez à bien vous renseigner pour être dans la légalité par rapport aux impôts et aux assurances maladie, retraite, etc. Donc dans mon cas, je suis partie au Japon dans le cadre du JET programme. JET comme Japan Exchange Teaching ou Japan Exchange Teacher Program. Donc, en quoi ça consiste? Ça consiste à envoyer des personnes de pays dont une des langues officielles est l'anglais, de les envoyer enseigner l'anglais au Japon de la maternelle à la fin du secondaire, parfois aussi dans des écoles privées et des cours de conversation pour adultes qu'on appelle eikaiwa. En général, ce sont dans des écoles publiques. Il y a environ un peu plus de 5000 et quelques ALT, Assistant Language Teachers, dans le programme. C'est-à-dire qu'en permanence, au Japon, il y a environ 5000 personnes employées comme Assistant Language Teacher dans le cadre du JET Programme. Il y a aussi d'autres programmes qui font quelque chose de similaire, par exemple Interac,
mais je trouve que les conditions ne sont pas aussi bonnes que le JET. Donc pour le JET programme, ce sont des contrats de 1 an, mais renouvelables, jusqu'à 5 ans. Donc entre 1 an et 3 ans, on peut être renouvelé quasiment automatiquement. Si on veut rester, on va être renouvelé. Et les 2 dernières années, les années 4 et 5, ça peut être un peu plus sélectif, où on peut changer peut-être d'école, mais la majorité du temps, on va rester entre 1 et 3 ans dans la même école. Et les personnes qui quittent le programme à la fin de l'année scolaire sont remplacées par de nouvelles personnes. Ce qui fait qu'il y a une rotation d'assistants enseignants et donc en permanence environ 5000 personnes. Les plus gros quotas, je crois, viennent des États-Unis, du Canada et puis Australie, Angleterre. Mais il y a aussi des pays comme les Philippines ou les Caraïbes, les îles des Caraïbes, qui peuvent participer à ce programme. Chaque année, quelques professeurs, quelques nouveaux ALT partent en avril pour arriver au début de l'année scolaire, mais la majorité, le gros des troupes dont j'ai fait partie, arrivent début août pour s'installer tranquillement les dernières semaines du mois d'août et accueillir les élèves en septembre au retour de leurs vacances d'été. Et puis, au fur et à mesure que parfois certains ALT doivent rentrer chez eux et arrêter leur contrat en urgence, d'autres ALT les rejoignent ou partent un petit peu plus tard de leur pays d'origine. Donc, j'ai dit que c'était les pays dont au moins une des langues est langue officielle. Et on ne demande pas d'être natif, mais l'une des conditions pour participer à ce programme est d'avoir une native-like proficiency. Donc c'est pour ça que j'ai pu postuler en tant que binational français-Canada, même si je ne suis pas née au Canada et que je ne suis pas née anglophone. Du moment que j'ai le passeport canadien ou le passeport d'un pays qui participe et que mon anglais est jugé suffisamment bon, niveau C1+ ou C2, je dirais, il n'y a pas d'examen formel, mais ce serait un équivalent probablement de C2 avec un accent neutre. C'est suffisant pour pouvoir participer. Au quotidien, on travaille seulement 35 heures. Je dis seulement parce que les professeurs japonais travaillent, eux, beaucoup plus. Donc, en tant qu'assistante, je travaille 35 heures par semaine, ce qui laisse du temps pour la découverte du pays et l'échange interculturel et ou le tourisme. Alors, il y a un mot d'ordre très important dans le JET Programme, c'est ESID, ESID. Every situation is different. Sur le terrain, la vie quotidienne dépend beaucoup de l'école, de la ville, du village, de l'environnement où on est placé et on n'a pas le choix sur où on va aller. En fait, on envoie notre candidature, on est sélectionné et on reçoit notre placement au mois de juin, fin mai, début juin. Donc 2 mois avant de partir, on sait où on va aller. La procédure de recrutement et la préparation est peut-être un peu différente selon les pays, mais la majorité se ressemble. Mais je crois que, par exemple, les Philippines ont une épreuve en plus que les Canadiens, par exemple. Comment ça s'est passé, ce parcours, pour être sélectionné et pour faire partie du programme JET ? Donc, d'abord, il faut savoir que c'est un programme qui est sponsorisé par le gouvernement japonais, le ministère de l'Éducation, ministère des Relations internationales, je crois, et puis les communautés locales qui nous emploient, les villes ou les préfectures. Et le recrutement est confié à l'organisme qui s'appelle CLAIR, C-L-A-I-R, pour donc faire tout ce processus de recrutement parce que c'est assez énorme, il y a beaucoup de logistique, beaucoup d'étapes et beaucoup de papiers à vérifier. Donc c'est un organisme, je ne sais pas si c'est public ou en tout cas à mission pour les ministères, à mission de service public, qui nous recrutent. Donc l'organisme CLAIR gère toute la partie recrutement et la formation initiale
Et puis ensuite, toute la logistique de notre contrat et du quotidien, c'est géré par notre contracting organization. Pour moi, c'est la ville de Minami Awaji. Et donc, eux prennent le relais à partir du mois d'août avec quelques emails en amont, quelques emails avant pour prendre contact et nous envoyer les papiers. Il faut dire que le recrutement pour le JET programme, c'est un parcours qui teste la motivation, le sens des détails et la patience des candidats et candidates. Il faut des nerfs d'acier pour patienter pendant ces longs mois et puis réussir à remplir toutes les étapes du processus. Les candidatures ouvrent, je crois, au mois d'août ou septembre et certains ou certaines se préparent pendant des mois ou des années. Certains sont refusés plusieurs fois avant d'être acceptés ou d'abandonnés. Il y avait un gars dans mon groupe de Montréal qui a été refusé 2 fois et qui a finalement été accepté à la 3e. La persévérance a payé. Mais dans mon cas, je m'y suis prise 2 semaines en avance. Comme souvent, j'ai tenté quelque chose qui n'était a priori pas dans mon plan de route, mais j'ai décidé de changer. D'apporter un peu de nouveauté dans mon quotidien, assez spontanément en fait. J'avais entendu parler du programme en 2017, quand j'ai commencé à enseigner et à chercher comment utiliser ce métier pour voyager. Mais depuis, mon activité avait évolué et la pandémie m'avait fait oublier que c'était une option, ce programme. Jusqu'à un jour d'octobre 2022, j'ai revu l'annonce sur Facebook pour promouvoir le JET programme, au même moment que le Japon annonçait la fin des restrictions pour les touristes. Donc c'est un peu paradoxal. J'aurais pu aller au Japon en touriste seulement, mais pour moi, la fin des restrictions, c'était un signal que ce serait possible de profiter de l'expérience JET dans une ambiance plus normale, même si le port du masque est encore très répandu. Bref, d'un coup, ce projet a occupé tout mon esprit au point d'envisager sérieusement une sorte d'année sabbatique du développement de mon business. Une sorte de pause pour moi, mais aussi alignée avec mon domaine d'activité et quelque chose de nouveau, enseigner dans des écoles. Un vrai challenge pour moi parce que je n'ai jamais fait ça et je n'ai jamais eu envie spécialement de le faire. Mais enseigner dans les écoles, d'après mes expériences de bénévole et ma Teaching English Foreign Language Certification, mon certificat pour enseigner, ça apporte aussi des grands moments de satisfaction. Donc, pourquoi pas? Et en plus, c'est l'occasion d'approfondir ma connaissance de la langue et de la culture japonaise, après 5 ans à l'étudier sans avoir jamais mis les pieds dans le pays. J'avoue que c'est cet aspect qui m'attirait le plus que travailler dans un environnement japonais. Donc peu après avoir vu la pub en octobre 2022 et en avoir discuté avec mon conjoint qui m'a offert son soutien entier et enthousiaste, je me suis lancée dans la constitution du dossier de candidature. J'avais 2 semaines seulement avant la date limite, c'était tendu mais faisable. Le plus dur pour moi à obtenir étant les 2 lettres de référence d'anciens employeurs ou de profs pour les étudiants. Ça fait plus de 10 ans déjà que je suis à mon compte et mes employeurs ont vendu leurs entreprises ou ont arrêté. Puis bon, 10 ans, c'est pas très puissant comme lettre de recommandation. Donc, j'ai fait le tour des personnes qui me connaissent comme coach de langue et qui remplissent les critères demandés. Donc, écrire sur un papier à en tête d'une entreprise et puis me connaître personnellement. Donc, j'ai demandé à ma formatrice Neuro-Language Coaching et à une cliente qui est PDG de sa propre entreprise et que je coach pour l'anglais. Les 2 ont une position de supérieur hiérarchique par rapport à moi, donc ça convient aux critères aussi. Après vérification par email auprès du bureau JET Canada, j'ai eu la confirmation que ce serait acceptable pour mon dossier. Donc, j'ai pu mettre tout ça en marche et puis obtenir les 2 lettres et je suis infiniment reconnaissante aux 2 personnes qui ont accepté de me faire ces lettres dans le délai très court que j'avais. J'ai reçu une des 2 lettres la veille de l'échéance, donc j'étais un peu stressée mais j'avais confiance en cette personne.
mais j'étais quand même stressée jusqu'à la dernière minute. Il y a aussi eu quelques allers-retours à propos de mon diplôme, qui était un master, mais avec un format particulier. Donc, pour le JET programme, c'est considéré comme un bachelor. C'est aussi mon nom de jeune fille. Ensuite, je me suis mariée. Il y avait quelques petits contretemps avec le certificat médical. Enfin bon, voilà. Quelques frayeurs, mais heureusement, j'ai pu fournir toutes les pièces demandées en temps et en heure et envoyer ma candidature. Ce dossier annonce la couleur du programme. Il y a énormément d'instructions à suivre au pied de la lettre. Si votre document est en noir et blanc, il faut placer un papier de couleur dans un coin pour qu'on voit que vous avez bien fait un scan en couleur. Le format est spécifique. Bon, bref, c'est tout au long du processus, c'est plein de petites choses comme ça, plein de petits détails. Je pense qu'ils veulent vraiment s'assurer qu'on a l'étoffe pour s'adapter à la paperasserie japonaise. C'est un peu un test dans le test en quelque sorte. Avoir l'étoffe de quelque chose, c'est être fait d'une manière à correspondre à certaines exigences. Dans ce dossier initial, on nous demande d'écrire un statement of purpose, une sorte de lettre de motivation qui a une importance capitale dans la sélection des candidats et candidates retenus pour l'étape des entretiens. C'est une page maximum. Bien sûr, j'ai utilisé jusqu'à la dernière ligne disponible et je l'ai fait relire par 2 personnes qui m'ont donné chacune un retour radicalement différent. C'était vraiment intéressant de voir ce feedback de 2 personnes. L'une qui a respecté mon style et a suggéré 2 ou 3 modifications de préposition ou de syntaxe, tandis que l'autre a réécrit carrément certaines phrases avec un style beaucoup plus formel, voire empoulé. Empoulé, c'est pas très naturel, c'est extrêmement formel, et dans lequel je ne me reconnaissais pas. Je me demande si c'est une différence culturelle, Angleterre versus Philippines, ou si c'est la personnalité de la personne qui a relu. Donc finalement, j'ai incorporé quelques suggestions plus formelles. Je me dis que vu mon audience, ça peut pas faire du mal de chercher à impressionner par la qualité de mon anglais, mais je tenais aussi à garder un style le plus naturel possible pour ne pas créer un décalage avec ma façon de parler à l'entretien, au cas où je devais être retenue. Avec le recul, j'ai l'impression que mon placement, l'endroit où on m'a affectée, fit plutôt bien ou correspond aux intérêts que j'ai cités dans mon statement of purpose. Donc je conseillerais aux candidats d'être vraiment sincères dans l'écriture de la lettre, ou en tout cas de ne pas écrire que quelque chose est OK. Par exemple, vivre en rase campagne. En rase campagne, c'est dans un tout petit village ou vraiment la campagne, si ça ne l'est pas. Je dirais aussi de ne pas avoir peur de parler de ses aspirations s'il y a un projet cohérent derrière. Certaines personnes n'obtiennent pas du tout un placement qui correspond à leurs souhaits, mais il y a aussi beaucoup de personnes pour qui ça correspond. Une fois le dossier envoyé, on nous conseille de l'oublier et de continuer notre vie. En effet, il faut attendre début janvier pour savoir si on passe l'étape de l'entretien ou pas. C'est-à-dire presque 2 mois entre le moment de la clôture des inscriptions, mi-novembre, et les convocations à l'entretien. L'entretien est ensuite en février, donc ça fait 3 mois entre la deadline, mais bien 4 ou 5 entre le début des ouvertures de candidature et la réponse pour la sélection à l'entretien. Mais c'est pas la fin de l'attente. J'ai passé l'entretien début février, j'ai eu la réponse le 1er avril. Donc ça fait encore 2 mois d'attendre, 2 mois pour attendre une réponse à l'entretien. L'entretien était vraiment stressant. Ce qui était bien, c'est que dans la salle d'attente, on est accueilli par 2 anciens du programme, donc 2 personnes qui ont fait le programme, qui discutent avec nous pour nous détendre, pour nous donner quelques infos, répondre à nos questions. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça permet de déstresser avant d'aller voir le panel de 3 personnes. Dans mon cas, c'était 3 personnes qui ont participé au programme. Une asiatique que je pensais japonaise, mais en fait, elle est canadienne d'origine vietnamienne, mais elle jouait le rôle d'une personne japonaise.
Et donc ces 3 personnes nous posent des questions pendant une demi-heure sur plein de choses différentes, des choses qui nous déstabilisent. Et l'idée, c'est de voir si on arrive à s'adapter, à rester poli, avoir une attitude qui correspond à ce qu'ils recherchent. Et si on est au courant de ce qu'implique un choc culturel et un déménagement aussi loin, ils doivent essayer de juger notre capacité à nous adapter et à ne pas abandonner le programme en cours de route. Donc à au moins faire une année pour réussir notre mission. Donc ça, c'est le processus de sélection. J'ai été approuvée début avril. Ensuite, il y a toute une phase où on doit encore envoyer d'autres papiers et d'un certificat médical pour valider notre participation. Et puis ensuite, l'agence de voyage et le consulat s'occupent de nous pour tout ce qui est visa, billets d'avion, etc. On est vraiment bien pris en charge, bien entouré. Jusqu'à l'aéroport du départ, on a quelqu'un pour nous accompagner. À l'aéroport d'arrivée à Tokyo, on a des navettes de bus. Donc, on est vraiment très, très bien encadré et ça aide à diminuer le stress d'un tel déménagement international. On a beaucoup d'interlocuteurs à qui demander des informations ou de l'aide. Donc, c'est ce que j'aime vraiment dans ce programme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous parlerai de la suite de cette expérience dans les prochains épisodes. Ciao, ciao! Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.